Alors bonjour à tous, merci pour cette introduction. Ça fait toujours, c'est toujours très agréable d'être invité pour venir raconter un peu, je dirais, l'état des choses, là où on en est. Je dis on parce que je travaille jamais tout seul et que c'est toujours dans l'échange avec les autres que les choses peuvent commencer à se produire. Alors j'aime pas beaucoup cet intermédiaire là que je suis obligé de tenir dans la main. Je vais peut-être à un moment je le lâcherai peut-être un peu. Mais est-ce qu'on m'entend quand je fais comme ça? À peu près là, on m'entend jusqu'au fond? Non? Non, c'est un peu juste. Bon, alors on va essayer comme ça. Alors très bien. Bonjour à tous. Donc je vais pas me représenter, redonner mon nom. Je vais simplement commencer par quelques images et avant tout par présenter un tout petit peu de mon travail avant de présenter les projets qui ne concernent pas que moi et qui du coup ouvrent un peu. Alors, Fred disait qu'effectivement j'ai longtemps résisté à toute production de forme, hein, que ce soit symbolique, que ce soit de l'image. Voilà, quand je dis symbolique, il faut le prendre au sens large. C'est le monde des signes, c'est tout ce qui peut s'écrire. Voilà. Et donc ensuite, au bout de quelques années, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie importante de mon travail qui était le discours, qui était la voix, qui était le discours, et ça se matérialisait assez rapidement. Puisque je coinçais des gens, comme je peux vous coincer là aujourd'hui, pour venir me mettre au clair. C'est-à-dire qu'avec un tableau, une craie en général, enfin, moins de quoi dessiner, je leur faisais quelques schémas et j'essayais de leur expliquer comment j'envisageais les choses, c'est-à-dire comment j'envisageais ce qui nous concerne tous, ce qui nous permet de faire communauté, à savoir le langage. Faire de l'art, pour moi, c'était avant tout faire du langage. Je me suis retrouvé dans une école des beaux-arts un peu par hasard. Je m'y suis retrouvé après des études techniques, où là aussi pour moi c'était du langage, mais c'était du langage qui était un peu trop borné à mon sens. C'est-à-dire borné, il y avait trop de limites. On était clairement dans le cadre de l'université et on avait une discipline qui, elle, avait effectivement qui avait tout un tas de contraintes et de limites quant à la possibilité du discours qu'on pouvait développer là-dedans. Et moi j'aimais bien faire des courts-circuits, faire des Witz, c'est-à-dire comme disent les Allemands. Les Allemands, pour eux, c'est un peu le jeu de mots, le Witz. Et c'est marrant parce que chez eux, ça ressemble à Blitz, à l'éclair, quoi. Il y a un petit court-circuit comme ça. Et des fois, on arrive à faire un court-circuit entre des choses qui ont a priori rien à voir. Et c'est peut-être là que naît, comme dans l'équivoque, la possibilité de quelque chose pour celui qui reçoit le bout de langage. Je m'explique. Si on devait découper le langage en deux grandes parties, ou si on devait bipolariser comme ça, mettre ça sur un linéaire avec deux extrémités, je mettrais d'un côté la norme, qui est la partie du langage sur laquelle il faut à tout prix qu'il y ait le moins d'interprétation possible, le moins de dérive à l'interprétation. Si je fabrique une pièce mécanique, qu'elle doit être assemblée avec une autre pièce mécanique à l'autre bout de la Terre, il faut à tout prix que celui et ceux qui lisent les plans ne fassent pas des interprétations différentes de ces plans. Là, on est dans quelque chose de normé, on est dans le dessin technique. À l'opposé, quand on produit une empirie d'art, pour moi, c'est-à-dire un bout de langage du domaine de l'art, c'est là que ça devient intéressant parce qu'il n'a pas une seule lecture possible. Les idées vertes dorment furieusement, on n'a pas une seule lecture possible. On a autant de lectures qu'on le peut, autant d'interprétations qu'on le peut. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là que ça devient de l'art et que c'est tout l'intérêt de l'art, c'est-à-dire qu'on fait une place
à celui qui vient voir ça, qui vient voir ce bout de langage, pour qu'il devienne interprète. Voilà. Il n'est pas seulement passif, hein, comme sur BFM TV, puisque aujourd'hui, voilà, on est quand même dans des bouts de langage qui sont de plus en plus fermés. Quand on vous montre sur une télé d'information des images qui déjà sont filmées, montées pour essayer de vous faire comprendre quelque chose, au cas où vous n'auriez pas le son en plus, ou au cas où vous auriez la folie d'aller interpréter un peu différemment, on vous écrit en plus ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et d'ailleurs, l'erreur arrive souvent aussi dans pas mal d'expositions, où de peur de se faire traiter effectivement de charlatan ou que sais-je, on se retrouve des fois avec des textes qui accompagnent les œuvres et qui ont la maladresse d'aller un peu trop loin et de vous signifier exactement ce que vous devriez comprendre. Voilà. Alors là, on referme tout et puis, hop, plus rien ne sert à rien. Alors, il y a eu des formes quand même, mais après l'école. Malheureusement pour mes enseignants, ça a été assez compliqué. Ça a été une guerre, ça a été effectivement une longue guerre, mais il y a eu quand même des formes qui sont nées, puisque je suis passé au dessin, vous voyez, et puis les choses se sont mélangées. On a là, comme je vous disais, du dessin technique, hein, on est à cheval entre les codes du dessin technique et d'un dessin qui lui, ne l'est absolument pas. Alors, par contre, les éléments qui sont à l'intérieur des dessins sont toujours des schémas issus de réflexions sur le langage, où on a carrément des schémas qui sont devenus, enfin de ces schémas, de ces discours, sont nés des personnages qui reviennent souvent. L'échelle revient souvent. Le petit poids que vous voyez là, ça, c'est le poids de l'âme, et il revient souvent aussi, mais j'aurai l'occasion d'en reparler un peu peut-être. Alors, il y avait aussi des jeux comme ça. Quand vous lisez « Ne pensez pas un ballon rouge », ça c'était des petites expériences pour essayer de voir, puisque à chaque fois qu'on le lit, on a la possibilité de faire un ballon rouge dans sa tête. Mais ce qui est amusant, c'est que il sera forcément différent pour tout le monde. Et même pour moi, quand je le relis, à chaque fois que je vois un ballon rouge, eh bien, c'est pas le même ballon rouge. Pour vous et pour moi, le ballon rouge, si je vous en montre un, on va tous être d'accord sur l'objet. En revanche, ce qui, chez vous et chez moi, nous permet de situer cet objet, ça va être des souvenirs, ça va être des sons qui ressemblent, ça va être tout un tas de choses qui sont différentes chez vous et chez moi. Alors, pour continuer, on a eu aussi pas mal... alors j'ai traversé un peu les médiums et je me suis un peu amusé. Là, j'avais fait du bronze et puis alors on a un crâne qui a explosé à la fonderie, hein, puisque un peu feignant toujours. Je fais fondre directement le crâne en plastique que j'avais acheté avec l'idée de le graver. Au départ, je devais le graver. Il devait y avoir marqué Ouya Kefali Kayek Kefalom Kekei. Ça veut dire oh la belle tête, mais à l'intérieur il n'y a rien. Il devait être argenturé comme ça, et il devait avoir cette belle phrase. Et puis finalement il a explosé, et là c'est un peu le bonheur qui est arrivé, c'est Victor. Victor est revenu souvent, et Victor, il symbolisait du coup cette espèce de fantasme merveilleux, hein, de la réussite, le crâne devait être argenté, etc. Mais finalement, ça part toujours en sucette, et on n'arrive jamais là où on devait aller. Et Victor, lui, il a l'avantage d'être unique, parce que si le crâne avait fonctionné, si la fonderie de ce crâne avait fonctionné, il serait exactement le même que celui qu'on a acheté, c'est-à-dire que celui que tous les étudiants de médecine ont, etc., etc. Ici, on a le poids de l'âme. Ça, c'est une autre chose qui est rentrée dans le travail assez vite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les légendes autour de cette histoire de poids de l'âme. Il y avait un médecin qui, un jour, avait annoncé qu'il avait mesuré, effectivement, que les êtres humains perdaient 21 grammes lors de leur décès. Très exactement. À chaque fois, ils perdaient 21 grammes. Alors, il disait, voilà donc bien la preuve qu'il y a une âme. La preuve, ça veut dire qu'on peut le chiffrer. Surtout aujourd'hui. Hein. On ne fait que, vous, pour vous évaluer, on vous évalue avec des tableaux Excel et avec des chiffres qui rentrent dedans. Hein. Tout le monde. On est dans ce cadre-là. Bon. Et là, c'était assez drôle, puisqu'on essayait d'évaluer quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, l'âme, en revanche,
et on essayait de l'évaluer avec des nombres. Or, il s'est trouvé que c'était complètement faux. Mais ça n'empêchait pas de faire des poids de 21 grammes, histoire de voir un peu. Ça, c'est une autre partie du projet, puisque c'est une autre chose qui est arrivée aussi, hein, en plus. C'est ce dont parlait tout à l'heure Frédéric, c'est ma rencontre avec les logiciels libres et les abeilles. Alors, j'avais des abeilles, j'avais des logiciels libres, j'avais une formation de ce qu'on appelle l'automatisme, hein, pour mettre des capteurs ou faire des robots un peu, et puis je me suis retrouvé avec tout ça sous les yeux, et je me suis dit, mais c'est pas possible de ne pas connecter ça. Alors, un jour, vu que je faisais des ruches en ville, au CAPC, au Musée d'Art Contemporain, à Bordeaux, ils m'ont fait venir, ils m'ont dit tu voudrais pas nous mettre des ruches sur le toit? Alors j'ai dit oui, mais des ruches, tout le monde en a aujourd'hui sur le toit, c'est très à la mode. En revanche, moi j'ai un projet de ruche électronique que j'ai du mal à développer un peu, là, de capteurs embarqués dans des ruches. Est-ce que ça pourrait pas rentrer là-dedans? Et il s'est trouvé qu'effectivement, les fondations qui finançaient étaient très heureuses de ça. Donc du coup, on a trouvé du financement, on a réussi à mettre des ruches, et vous voyez, ces ruches, elles sont connectées, il y avait des capteurs, tout un tas de systèmes de capteurs qu'on a commencé à développer. En libre, alors en libre, en licence libre, c'est-à-dire que là, contrairement au système propriétaire, hein, que vous voyez, les ordinateurs Apple, toutes ces choses-là, tout ça, ce sont des systèmes propriétaires. Vous n'avez pas les plans qui sont libérés sur le net, vous n'avez pas la possibilité de les trouver, ni de regarder le code à l'intérieur, comment il fonctionne, voilà, et de savoir ce qu'ils font avec vos données, c'est très difficile de le savoir. Bon, on arrive à les attraper quand même de temps en temps, hein. Et alors, du coup, ce développement, il a ouvert sur énormément de nouveaux gens qui sont arrivés dans le projet, et on avait une liberté terrible. C'est-à-dire qu'en étant dans un centre d'art contemporain, au lieu de développer ça comme on l'aurait fait dans une entreprise ou avec l'objectif de monter une start-up, une roadmap, et puis tout un tas de choses comme ça, comptables, comptabilisables, eh bien, par exemple, on a essayé de développer un capteur qui permettait de prévoir 15 jours à l'avance l'essaimage, hein, sur les ruches. Et bien, en essayant de rétro-ingénierer ce capteur qui existait déjà mais en propriétaire, et bien, on s'est retrouvé à faire un concert. Et on s'est retrouvé à enregistrer le chant des reines. Et on s'est retrouvé à faire de la musique électroacoustique. Voilà. Et donc, on avait cette possibilité-là. Et c'est là que tout s'imbrique. Alors, le projet existe toujours, hein, vous voyez, j'ai le joli suite, et puis, mais on n'est pas une start-up, on ne vend rien, donc voilà, à la rigueur, des fois on vend des suites pour essayer de se financer un petit peu, mais le projet devient de plus en plus gros, il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec nous, il y a des chercheurs qui ont besoin de capteurs, il y a des libristes qui filent un coup de main le soir, il y a des apiculteurs, et là on se retrouve effectivement à la jonction de pas mal de choses. Il se trouve aussi que du coup, avec les abeilles, je me suis mis à m'amuser un peu. Et là, bon, le tableau coupe un peu au milieu. Voilà. Et donc, les abeilles, j'ai sculpté en collaboration avec elles. Je leur ai mis un crâne en cire à l'intérieur de la ruche. Et elles ont fabriqué cette magnifique crête. Voilà. Donc, on a fait des punks comme ça. Et ça aussi, c'est une des expériences qui a pu sortir de ces quelques années qu'on a fait sur le toit du musée. Voyons un peu. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un problème d'heure. Et il se trouve que ce qui me travaillait là, c'était la question de la bonne heure. Si vous regardez les traces au sol, elles ont été faites avec les tombées du jour pour repérer un peu justement où arrivait le soleil à quelle heure. Et pourquoi où arrivait le soleil à quelle heure? Parce qu'il y avait ce petit train qui traversait, et ce petit train, il portait un prisme. Et si on arrivait effectivement au bon moment, le prisme, il diffractait la lumière, et il nous permettait d'avoir des couleurs sur un tableau un peu plus loin. Alors ça a été un grand malheur pour moi quand j'étais au Beaux-Arts, je me suis dit, je ne peux pas sortir sans avoir fait au moins une peinture. Donc j'ai beaucoup travaillé pour essayer de faire de la peinture, ça ne venait pas, c'était terrible, je n'en ai vraiment pas envie. Et je me suis obligé quand même un jour à rester plusieurs heures devant une toile en me disant, tu ne t'en vas pas tant que c'est pas fini. Tant que tu n'as pas fait quelque chose, tu ne t'en vas pas.
sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais... Et donc, au bout d'à peu près une dizaine d'heures, quand même, me forcer à rester là-dedans, le soleil plongeant d'hiver s'est mis à se diffracter dans la vitre. Et j'ai eu des couleurs qui sont apparues sur le mur, vous savez, l'arc-en-ciel là, qui se fait sur le mur comme ça, et j'ai eu des couleurs que je ne pourrais jamais refaire avec le meilleur des pigments, c'était merveilleux. J'ai déplacé la toile, j'ai été libéré, j'ai pu m'en aller. Et là, c'est aussi une question de résistance dans les expositions, puisque ça, c'est une pièce, j'aime autant vous dire qu'il y a énormément de gens, quand ils passent, ils disent qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'il faut voir, etc. Et alors, il y en a d'autres qui leur racontent qu'effectivement, s'ils arrivent à la bonne heure, et puis s'il n'y a pas de nuages, effectivement, ils auront le bonheur de voir sur le mur les couleurs, sur le tableau s'allumer et voir les couleurs, et voir ces couleurs. Eh bien, dans une société comme la nôtre aujourd'hui, faire ça, ça résiste. Ça résiste parce que les gens, ils n'aiment pas. Ils aiment consommer, ils aiment arriver et dire attendez, moi, je suis prêt à payer, mais il faut que ça marche. Maintenant, c'est maintenant le moment, tout maintenant. Voilà. Et c'est pour ça que là est entrée l'histoire du bonheur, et le bonheur, c'est la bonne heure. Voilà, je me suis dit, là on a un petit point. On a eu un peu la même chose aussi pour l'inauguration au CAPC du Rucher, puisque les abeilles, c'est du vivant. Donc, quand on a dit, alors on va faire un vernissage à 18h et vous arriverez avec les ruches. Ah non, c'est impossible. Les abeilles, toute la journée en plein soleil, en plein été, je ne peux pas les laisser comme ça dans la ruche fermée. Sinon, soit je laisse la ruche ouverte et j'arrive, j'ai plus d'abeilles, parce qu'elles rentrent à la tombée du jour. Soit, effectivement, elles vont mourir de chaud à l'intérieur de la ruche et puis elles vont être folles en plus d'être restées enfermées toute la journée. Donc au vernissage, quand on va ouvrir, je vous dis pas, le peu de vivantes qui restent, elles vont s'occuper des gens qui sont là. Et donc du coup, pour la première fois, je pense, de l'histoire du CAPC, plus de 30 ans d'histoire, on a eu un vernissage à 7h du matin. Et les gens étaient là. Voilà. Donc on a des fois comme ça des petites possibilités de résistance qui s'ouvrent. Bon, ça c'est un autre projet hérité aussi d'Histoire d'abeilles, puisque ça c'est le dessin d'un extracteur. Vous voyez, on a des centrifugeuses comme ça pour extraire le miel, on met les cadres dedans, et puis on les cadres de miel qu'on a pris aux abeilles, plein de miel qu'on a pris aux abeilles, et puis on fait tourner. Et là, j'avais essayé d'en faire un afficheur à LED, vous voyez, parce qu'en tournant comme ça, on a la possibilité des fois, quand on fait tourner quelque chose assez vite, alors c'est pas juste, alors ça aurait dû être juste après, c'est pas grave. Quand on fait tourner les choses assez vite, on peut faire apparaître des caractères qui volent en l'air, comme ça. Voilà. Alors cette pièce ne s'est pour l'instant jamais terminée, hein, on verra, peut-être qu'elle se terminera un jour. En tout cas, si vous voulez rigoler un peu, j'avais mis les vidéos où, avec mon accoutrement pas terrible, je viens faire les essais, faire tourner la machine pour voir juste si l'électricité passe déjà dans le système tournant sans s'interrompre. Mais tous les calculs sont là, hein. Donc s'il y a quelqu'un qui file un coup de main un jour, on pourra peut-être terminer le projet. Mais il y a beaucoup de choses, on ne peut pas les faire tout seul. Heureusement d'ailleurs. Alors, ça c'est autre chose. Hein. Alors Victor, on l'a déjà vu, il est au centre. Il est posé sur une table à couture qui est, vous savez, ces anciennes tables à couture, elles ont un grand volant comme ça. Et alors ça, c'est assez chouette parce que là, dans mon système, c'est Fortuna. Fortuna, c'était la roue, elle est souvent symbolisée par une roue ou une femme qui tournait une roue. C'était une déesse, une déesse gauloise qui a été empruntée par les Romains. Les Romains ont beaucoup aimé Fortuna. Donc on a Victor, on a Fortuna, et autour on a le banquet des plus. Alors le banquet des plus, ce sont des planches en bois que j'ai sculptées là, et sur lesquelles j'ai gravé tout un tas de schémas. Enfin, ce sont des schémas, ce sont les schémas des shrapnel shells, ça s'appelle. Les shrapnel shells, c'était des super trucs technologiques qu'on avait fabriqués. C'était des obus, on les tirait, et alors ils montaient comme ça, et puis à un moment, pam, ils explosaient, et ça envoyait toutes les billes qu'on voit en haut, sur la partie haute, pour aller massacrer des soldats et des chevaux, quoi. C'était un truc, voilà. Ça a été utilisé très longtemps. Et là, on a les principaux pays qui ont développé et qui ont utilisé. Donc on a la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et l'Allemagne, bien sûr.
toujours parmi les plus grands vendeurs d'armes, on est toujours dans la même problématique. Et le banquet des plus, parce que c'était encore cette histoire de plus un, hein, de ce qui est comptable, de ce qui se comptabilise. Et puis plus, c'est plus un, c'est plus de jouissance, c'est plus de... Quand on vous vend quelque chose aujourd'hui, hein, pour avoir la réaction immédiate, on vous vend du plus, jamais du moins, hein, attention. Bon, ça c'est... ça, je ne sais pas si vous reconnaissez la forme, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Ça, si vous reconnaissez la forme, ça s'appelle la bouteille de Klein. C'est en topologie, c'est chez ceux qui ont fait des maths et de la topo, voilà, vous allez le reconnaître. Hein. Donc c'est une forme assez spéciale. On la représente là, en 2 dimensions, comme si c'était un objet en 3, alors que c'est la projection dans 3 dimensions d'un objet qui en réalité est en 4. C'est-à-dire que cet objet, normalement, effectivement, il se repique, sauf qu'il arrive à se repiquer, lui, sans s'entrecouper. Il ne se recoupe pas. On connaît des objets un peu comme ça. Il y a, dans le même genre, c'est des surfaces, dans le même genre, il y a le Möbius, hein, la bande de Möbius. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, voilà. Et donc ça, j'en ai fait ça. Voilà. Avec des petits cubes en cire d'abeille, je me suis retrouvé à faire ça. Parce qu'il y a aussi une question de nécessité. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'avais pas énormément de moyens, je venais un peu de la campagne, tous les abeilles que j'avais sur le balcon. J'ai mis une ruche vide sur mon balcon, un jour elle s'est remplie, donc ça faisait des matériaux, ça fait de la cire, ça fait pas mal de choses. Et il y a un truc que j'aime énormément chez les hackers, c'est cette capacité à arriver quelque part. Et au lieu d'être, comme souvent, les gens paralysés de l'action, moi quand j'ai été paralysé de l'action longtemps pendant l'école, j'avais toujours, ah oui, mais j'ai pas ce qu'il faut pour faire ci, j'ai pas ce qu'il faut pour faire ça. Et puis il y a un moment où il y a cette espèce de joie là qui apparaît et tout d'un coup on se dit, non, stop, voyons, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voilà. Cette idée de pouvoir partir avec ça. Et là, on redevient un peu nomade et on repart un peu le cœur léger, parce que du coup, on n'a plus peur de ne pas avoir, on a moins peur, je dirais, du manque. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Donc toujours un problème de langage, hein. Language is a bitch, but that's all we get. Donc je le traduirai pas en entier, vous comprenez. Donc le langage est une dame de petite vertu, mais c'est tout ce que nous aurons ou c'est tout ce que nous avons. Hein. That's all we get aussi, ça marche. C'est tout ce que nous avons. C'est-à-dire que à part le langage, pour communiquer, pour faire société, pour être des humains, pour envisager tout ce qui nous entoure, on n'a rien d'autre. Et on en revient toujours à ce problème-là. Parce que le langage, il n'a pas de symétrie. Comme on disait tout à l'heure, voilà, je désigne l'objet table ici, on comprend tous que c'est une table, mais tous, la table, on représente tous la table de manière différente, parce que c'est lié à des souvenirs différents, c'est lié à des choses, à des expériences différentes chez chacun. Ce qui fait que c'est jamais complètement satisfaisant cette histoire. Alors là, du coup, le linguistic passage, là on est sur du dessin et on a notre petit poids de lame. Alors là, on ne le voit pas, c'est tout petit, le petit poids de lame, il est attaché à un fil et à un ballon. Alors ce ballon, c'est le ballon de l'imagination ou du désir. Lui, il tire vers le haut, le poids de l'âme tire vers le bas, hein, c'est ce qui nous ramène vers l'état minimum de force quand on est dans le canapé, qu'on ne veut plus bouger, qu'on veut aller au plus bas. Et puis, entre les deux, c'est le sujet qui est tendu, le fil entre les deux. Voilà. Et donc, on voit qu'il est poursuivi, hein, on ne sait pas très bien si c'est des flèches, des vecteurs, si c'est du vent, si c'est... Et on a un pic comme ça, et qui est le linguistic pic. Et on va voir s'il passe. Alors, là aussi un petit échappatoire, je ne sais pas si en allemand, Hilfe, ça veut dire au secours. Voilà. Ça se lit de loin? Oui. Ah oui, voilà. Voilà, donc il faut, hein, le mot d'ordre, le problème du mot d'ordre dans le langage, donc auquel on est tous confrontés plus ou moins. Effectivement, on a tous des il faut, et ça c'est aussi paralysant, hein. C'est très très paralysant ces il faut. Et alors il y a un moment où ils rendent fou et il faut bien en faire quelque chose parce que voilà, il faut que ça sorte. Alors,
ça, c'est aussi bien des réflexions, hein. C'est comme ça que je bosse souvent. Et puis, ça finit par faire des pièces. Ça, c'est une pièce qui est rentrée dans l'édition, qui a été faite à la suite de la résidence Anne Cattolia. On a pas mal de choses qui se mélangent. On a des recherches, hein, on a des possibilités, et à la fin, on atterrit sur la solution, c'est-à-dire un golem. Le golem, c'est ce monstre dans la mythologie juive. Je dirais que c'est ce monstre-là qui est fait, qui est fait de boue au départ, voilà, ou qui est fait d'objets qui viennent de déchets, qui viennent se concaténer, parce qu'on lui a écrit quelque chose sur le front. On lui a écrit Emet. Les trois lettres que vous voyez là, ça donne de droite à gauche, ça donne Emet, c'est la vérité. Et alors, dans une des légendes sur le golem, on est à Prague, et le rabbin de Prague, pour protéger la communauté des pogroms, a fait un golem. Alors ce golem, effectivement, remplit bien son office, hein, il balaye tous les adversaires, tous les gens qui viennent pour essayer de les brûler, et puis au bout d'un moment, il devient incontrôlable. Et alors, il faut bien faire quelque chose. Alors, le rabbin dit au golem, refais mon lacet. Alors le golem se baisse pour lui refaire le lacet, et il lui efface la première lettre, c'est celle de droite, là comme ça, et du coup ça fait Met, et Met, c'est la mort, et le golem s'effondre. Voilà. Bon, encore du schéma, là on est entre les ruches, les bases de données. Alors c'est fonctionnel pour plusieurs choses, hein, ce genre de schéma. C'est-à-dire que c'est pas juste griffonné comme ça dans le vent, hein. On a la ruche, on a des problèmes avec la ruche, on a des problèmes de base de données. Comment est-ce qu'on gère les bases de données? Comment est-ce que, alors, un des moyens de gérer aussi le code, les versions du code, il y a un petit logiciel qui s'appelle Git, qui est très connu des libristes. Et avec le Git, je pose la question de savoir si on peut faire du Gitart. Avec le Gitart, après, bon, on retrouve aussi la question du ballon pour la question du poids, parce qu'il faut la peser. Ça, c'est extrêmement important d'avoir son poids. C'est la première indication qu'on peut donner aux apiculteurs, celle qui leur sert réellement. C'est celle qui leur sert pour savoir si la ruche est en train de mourir de faim, si c'est le moment d'aller récolter, si c'est... Voilà. Donc c'est celle-là que nous, on voulait fournir en premier aux apiculteurs, comme ça, ils s'équipent pour le moins cher possible, puisque nous, on ne vend même pas les kits, hein, on explique comment fabriquer les systèmes. Et donc, ils s'équipent pour le moins cher possible, et ensuite, on les pousse... On essaie de faire un système qui les pousse à partager une partie de leurs données, alors les données sur les abeilles, hein, pas sur les apiculteurs, attention, les données sur les abeilles avec les chercheurs, et éventuellement à donner l'accès un peu plus loin aux chercheurs pour qu'eux puissent leur faire rajouter des capteurs, pour qu'ils puissent participer à une expérience. Comme si voilà. Et donc là, peut-être que le hacker peut faire le lien à ces endroits-là entre des communautés qui, quand elles se rencontrent, peuvent avoir exactement les mêmes objectifs. Les scientifiques, quand ils se rencontrent quand les chercheurs sur les abeilles, ils se rencontrent avec des apiculteurs dans la même pièce, je dirais qu'ils ont à peu près les mêmes objectifs, hein. C'est-à-dire la survie des abeilles, c'est-à-dire essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne, etc., etc. Et bien, vous les mettez au même endroit, vu qu'ils n'ont pas le même vocabulaire, ils n'ont pas le même imaginaire, et bien on repart avec des gens fâchés. Voilà. Donc il faut, je dirais, des traducteurs. Peut-être que le hacker, souvent, c'est une figure du traducteur. Bon, encore du schéma, on ne va pas s'apesantir, je ne vais pas tous vous les faire, hein. Ça, par contre, c'est quelque chose qui a pris vie un peu plus tard, puisque ça a été exposé ici, c'est devenu cette araignée-là, comme ça, et c'est devenu aussi le héros d'une histoire qui est dans l'édition qui va avec. Et donc cette araignée, elle est faite en poil de mouton, avec une ruche à l'intérieur, elle peut réellement abriter des abeilles, hein, puisque c'est une ruche panier, en osier, tout ce qu'il y a de plus... Voilà, en paille, pardon. Et on a les pattes qui ont été, voilà, que j'ai fabriquées à la scie, hein, c'est fabriqué tout seul. Voilà. Ça, c'est l'expo qu'on a fait ici, effectivement, c'est ici que ça a été exposé. On peut voir voilà, un peu de cérémonie de sorcière aussi, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est assez rigolo quand même. On a un historique, on a dans l'imaginaire ici quelque chose sur les sorcières, hein, quelque chose qui prend ses racines dans l'histoire, effectivement. Alors la version la plus fidèle historiquement n'est pas forcément, pour moi, la plus intéressante. Là où ça devient intéressant, c'est quand on a énormément de versions.
Hein, quand on a la version de plusieurs historiens, quand on a la version de plusieurs personnes qui se racontent des histoires et où ça change à chaque fois. Et c'est ces versions mises les unes à côté des autres qui se mettent pour moi un peu à vibrer. Et c'est à cet endroit-là qu'on a la possibilité d'avoir quelque chose d'un peu complexe. J'essaierai d'y revenir un peu plus tard avec un ouvrage que je vous présenterai. Donc We Make Alternatives, là on s'est basé sur quelque chose, c'est pareil. Hein. Là c'est une petite vidéo, c'était pour des copains parce que du fait que j'étais par ici, j'ai pas pu être au THSF, qui est une réunion annuelle, mais vous pouvez y aller. Tous les ans à Toulouse, il y a ce qu'on appelle le THSF. Hein. À Mixart-Miris, qui est un collectif d'art autogéré, un squat depuis plus de 20 ans, il y a c'est vraiment chouette. Tous les ans, il y a un festival qui est organisé par le Hackerspace qui est là-bas, le Talab. Et je trouve que humainement, c'est une des formes de mélange les plus intéressantes que j'ai eu à voir, puisqu'on peut avoir des philosophes avec des geeks, avec des punks à chiens, avec des voilà, tout ça mélangé dans la joie et la bonne humeur et dans des échanges qui peuvent être parfois étonnants. Encore du schéma, bon, je crois que j'en ai un peu trop mis. On revient sur l'exposition, voyons. Voilà, donc ça c'était les petits pois en cire, hein, les mêmes qu'on a vus, ça devient des bougies et ils fondent. Bon, je ne vais pas vous en dire plus. Ah, voilà, au milieu de tout ça, au milieu de tous ces schémas, à un moment, il y a eu ce petit quelque chose qui est arrivé, c'est résister à la société de contrôle par le rire et le chiffrement. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai monté le projet des BOAC, de l'école des BOAC, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que le même problème qu'on avait entre les scientifiques et les apiculteurs, on a le même, je trouve, entre les libristes, ce que j'appelle, et les artistes. Alors les libristes, c'est ceux qui font du logiciel libre, mais pas que. C'est ceux qui font des monnaies libres, c'est ceux qui font... Et en grattant un peu pour essayer de faire une définition, j'ai fini par tomber sur quelque chose de... Allez, pas trop pire, je dirais pour l'instant. C'est-à-dire que la définition du libriste, ça serait quelqu'un qui produit du langage, alors non pas pour contrôler les autres, hein, c'est un lettré, mais il n'utilise pas son savoir pour contrôler les autres, mais pour produire du bien commun, puisque tout ce qu'il produit comme langage est public et permet à tout le monde de participer, etc. Donc il crée de la communauté, du bien commun, ce qui fait que, voilà, hein, notre communauté humaine. Voilà. Et résister au contrôle, on peut y résister par le rire, effectivement, c'est un des moyens. Et le chiffrement c'est la crypto. Hein, c'est quand on dit, il ne faut pas dire ça, crypter ses mails, on dit chiffrer ses mails normalement. Bon. Mais c'est de la crypto. Et ça, on fait régulièrement des crypto-parties avec beaucoup d'amis pour apprendre aux gens à protéger un petit peu leur communication, comme ça, retrouver un peu de vie privée. Tac, tac, on a refait le tour, très bien. Allez, je pense qu'on ne va pas s'appesantir. Et on va passer, maintenant qu'on a vu... Ah oui, alors ça c'est l'édition qui a été faite. Vous voyez, c'est une petite édition, auto-édition. Parce que la question de la diffusion, elle est quand même très compliquée. Moi, par exemple, qui suis... moi qui suis... je ne suis pas très vernissage, je vais vous dire. J'y vais un peu quand c'est des amis, des choses comme ça. Encore plus, il faut aller à Paris, voilà, puisque c'est là que se vendent les choses, hein, c'est là qu'est l'argent, disons-le. En France, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça continue à peu près à fonctionner, bien que de plus en plus d'argent soit investi dans un nombre de plus en plus restreint d'œuvres. Et la question d'une économie pour un artiste, c'est quand même compliqué. Donc, à un moment, je tente comme ça des choses, de faire des multiples. Un bouquin comme ça, on l'a tiré à 500 exemplaires. On l'a fait à la main, du coup ça coûte vraiment beaucoup moins cher. Hein. C'est sérigraphié, c'est du print, voilà. Ça c'est fabriqué à la main. Bon, pratiquement tout est fabriqué à la main. Ça coûte pas très cher à produire et surtout ça permet d'avoir le travail chez des gens qui aiment beaucoup votre boulot. Parce que moi, il y avait plein de gens qui aimaient pas mal mon boulot, mais quand je faisais des dessins uniques, et je ne pouvais pas les vendre en dessous d'un certain prix vu le temps que j'y avais passé. Et en plus, le galeriste, il multiplie le prix par 2. Et donc, la personne qui aime bien votre boulot, elle dit voilà, je pourrais pas l'acheter. Alors qu'avec un multiple, voilà, vous vendez peut-être moins cher, mais vous vous retrouvez avec beaucoup plus de gens qui l'ont et à qui ça fait plaisir. Enfin, en tout cas, plus plaisir qu'un banquier qui l'a mis dans un container en port-franc à Genève.
Donc ça, c'est l'Open Lab, c'est le logo de ce petit groupe qui a été créé de libristes autour des abeilles et qui continue de fonctionner. Si vous voulez nous rejoindre, on est toujours content. Hein. Voilà, par contre, on communique essentiellement sur IRC, alors ça, c'est un peu barbare, hein. Mais vous pouvez venir voir le site web et puis après, on explique un peu comment venir nous voir. Alors, deuxième étape, ça c'était un peu la présentation, c'est un peu le passage obligé, il faut que je vous montre ce que je fais. Mais maintenant, on va passer à ce qui s'ouvre un peu plus et à ce qui est un peu plus, je dirais, un peu plus collectif. Et on va rentrer directement dans l'action. Allez. Tac. Hop, hop. C'est ça là. Tac. Voilà des actions qui sont assez concrètes et qu'on fait avec l'école des Boac. Alors l'école des Boac, donc on prend des artistes d'un côté, on prend des libristes et on les met ensemble pour essayer de faire un imaginaire commun. Et oui, encore une fois, du mythe, de la mythologie et de l'imaginaire en commun et de la documentation aussi, donc du symbolique en commun. Pourquoi ? Parce que si je vous dis, c'est super, vous allez vous libérer demain, vous allez passer à Linux. Vous allez me dire, oh, oui, mais ça pique. Si j'insiste un peu en vous disant, vous êtes l'équivalent aujourd'hui de ceux qui ne savaient pas lire au XIXe siècle. Voilà. Tant que vous ne comprenez pas comment fonctionne le code informatique et les systèmes informatiques, les systèmes numériques, vraiment, c'est-à-dire acheter un téléphone Apple et cliquer sur l'appli, c'est pas comprendre, hein. C'est être un client. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est être un consommateur. Mais si je vous dis, voilà, il faut commencer à en faire pour comprendre, il faut réapprendre à lire et à écrire. On a tous appris à lire et à écrire, on sait à quel point c'est pas évident quand même. Donc on n'a pas très envie de s'y remettre, hein, à l'âge adulte, etc. Et donc pour pouvoir dépasser cette petite difficulté-là de s'y mettre, parce que c'est quand même moins difficile que d'apprendre à parler et à écrire, hein. Il faut savoir que c'est des langages, il y a entre une cinquantaine et une centaine de mots maxi, et la syntaxe, la grammaire, tout ça, c'est fixe, ça ne bouge pas, c'est tout le temps la même, il n'y a pas d'exception, ça va relativement vite. C'est plus comprendre les logiques qui est difficile que d'apprendre vraiment les langages. Bon. Et donc si je vous dis il faut faire ce travail, vous allez me dire c'est compliqué, et là, il faut, pour dépasser ça, je pense vraiment qu'il faut des mythes, il faut des mythologies. Enfin, en URSS, ils avaient compris que sans des images comme celle de Stakhanov, par exemple, pour dire aux gens, vas-y, il faut bosser 2 fois plus, ils n'y seraient pas allés. Voilà. Il y a un moment où il faut quand même... voilà. Et là, chez les hackers, chez les libristes, il y a un peu d'imaginaire, mais pas assez, parce qu'ils se retrouvent sans les artistes. Et les artistes, l'imaginaire, je crois que c'est là notre boulot. Alors, quelques amis, on va faire une petite liste d'amis, vite fait. Ça, c'est Framasoft. C'est là aussi, hein, c'est des gens, voilà, pour la plupart bénévoles, qui ont monté une association. Et cette association, elle vous fournit en ligne tous les services pour vous débarrasser des GAFAM. C'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Hein. Alors, regarde, dans GAFAM, il n'y en a que 5, mais il y en a encore beaucoup plus. Hein. C'est tous ceux qui prennent vos données au fur et à mesure que vous utilisez leurs produits. Voilà. Et pour sortir de ça, eux, ils vous filent tous les services concurrents, mais en libre, hébergés chez eux, et ils vous disent, et en plus, les programmes, ils sont là, si tu veux te l'héberger chez toi, tu peux le faire. Alors, se l'héberger chez soi, c'est un petit peu difficile. Mais si on se met à plusieurs en commun, hein, comme le font notamment les fournisseurs d'accès Internet associatifs, il y a beaucoup de fournisseurs d'accès Internet qu'on ne connaît pas trop, ils sont associatifs. Hein. Et ici, il est en train de s'en monter un à Bayonne, il s'appelle Bayonnette. Donc ils sont là, si vous voulez venir participer. Et quand on fait un fournisseur d'accès Internet, on fait du réseau, on fait de l'Internet libre, mais en plus, forcément, on a des machines, on a des serveurs, et donc on peut s'héberger des services comme ça. Et donc on est plusieurs, on se connaît, on boit des bières ensemble, et on peut même apprendre, on peut apprendre et aider à faire tourner ces services, et c'est une très très bonne manière justement de devenir un petit peu lettré de tout ce code. La quadrature du net aussi, qui se battent pour nos libertés sur les internets. Hein, on connaît, voilà, si vous ne connaissez pas encore, allez-y, allez voir ce qu'ils font, tout le boulot qu'ils abattent. Et notamment, regardez, ils font des super campagnes de pub comme ça. Voilà. Ça, c'est leur dernière.
Alors, vous pouvez télécharger les PDF de ces affiches, les imprimer et aller en coller, si vous voulez, si ça vous fait marrer. Moi, ça me fait marrer. J'en fais. Donc le Tétala dont on parlait tout à l'heure, oula, c'est flou ça. Bon, c'est pas grave. Le Tétala, oui, c'est flou, mais bon, ça se voit quand même. Et donc, qui est à Toulouse, qui est à Mixart Miris. Mixart Miris, le collectif d'artistes autogérés, que je vous conseille d'aller visiter si vous avez l'occasion de passer par là. Les Chaos Computer Clubs. Alors, historiquement, ça, et culturellement, c'est un truc énorme. Ils ont plus de 30 ans, les Chaos Computer Clubs. C'est quelque chose qui s'est monté en Allemagne. Et là, leur logo, il est inspiré, oui, c'est un détournement du logo de la poste allemande, de la Deutsche Post. Parce qu'à l'époque, ils leur ont fait quelques blagues, hein, pas méchantes les blagues, ça allait. Ils leur ont piqué des sous qu'ils leur ont rendus. Bon, pour leur montrer qu'ils avaient de gros problèmes de sécurité et que n'importe qui pouvait ou soit leur piquer des sous, soit piquer des données sur leurs utilisateurs. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans qu'ils tournent et je dirais que c'est un peu le pendant libertaire des Homebrew Computer Clubs. Les Homebrew Computer Clubs, c'était ces petits clubs où se réunissaient les gens qui ont fait Apple, les gens qui ont fait Microsoft, les gens qui étaient aussi passionnés de technologie, mais qui à un moment ont décidé d'utiliser les connaissances qu'ils avaient développées pour prendre le contrôle des autres, que ce soit voilà, pour les exploiter, pour financièrement, etc., etc. Mais pas pour leur donner de la liberté, ça c'est sûr. Voilà. Ce qui est beaucoup plus facile, parce que quand vous produisez quelque chose pour prendre le contrôle des gens, il suffit de leur restreindre les usages. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a plus qu'un seul bouton sur lequel ils appuient et c'est vous qui décidez tout le reste. Alors que si vous leur donnez tout un tas de possibilités, il faut leur apprendre à s'en servir. Et ça, c'est plus compliqué. On a l'Electronic Frontier Foundation aux États-Unis aussi, enfin pas aussi, aux États-Unis. Ça c'est le logo c'est le slogan de Netzpolitik, qui est en Allemagne aussi, qui est un peu le pendant de la Quadrature. Et Bayonet, hein, on a vu le logo. J'ai intercepté votre logo, je ne sais pas si vous allez le garder, mais maintenant vous êtes un peu passé. Mais il est très bien. Donc on a Aquilonet aussi à Bordeaux, hein, pareil, FAI associatif et qui est membre de la FFDN, la Fédération Française des Fournisseurs d'Accès Internet Associatif, si vous voulez aller voir. C'est beaucoup de gens, et c'est que des bénévoles. On fait toutes les étapes du réseau, hein. Toute la connaissance technique repose sur ça. Aujourd'hui, d'ailleurs c'est marrant parce que souvent on nous dit, on nous retourne quand je dis, moi je travaille dans un Fab Lab, hein, je suis Fab Manager en ce moment dans un Fab Lab à l'université. Vous voyez, et des fois quand je dis aux étudiants qui passent et qui n'ont pas la licence et pas le crack là, ah ouais mince, le crack il marche plus du logiciel. Je dis mais il y a un équivalent libre qui fonctionne, pourquoi tu apprendrais pas ouais mais c'est pas professionnel, le libre. Ah bon, c'est pas professionnel. Honnêtement, si les internets aujourd'hui devaient tourner sur les Windows Server, on serait dans une merde noire. Ça ne fonctionnerait pas. Ça tourne sur des systèmes libres, hein. Ça tourne sur du BSD, ça tourne sur des Linux, ça tourne... voilà. Donc c'est pas sérieux, il ne faut pas croire. Ici, des amis aussi, ça c'est Telecomics. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu passer ce logo. Eux, ils se sont battus, ils arrivaient à redonner de la connexion à des gens pendant les printemps arabes. Mais vraiment, ils se sont vraiment battus sur le net et ils étaient peu nombreux et ils se sont très, très bien battus. Si vous regardez tout ce qui s'est passé depuis la Tunisie hein, pendant tous les printemps arabes, ils ont vraiment apporté la possibilité aux gens. Ils rouvraient des lignes quand l'Égypte avait coupé leur internet, ils arrivaient à faire rouvrir aux gens, à refaire fonctionner des modems 56K pour qu'ils fassent sortir des images comme ça par le net, etc. Ils arrivaient, voilà, ils ont fait des trucs plus surprenants encore. Ça c'est une petite blague, ça c'était assez drôle. Ça c'est le genre d'imaginaire qui existe déjà un peu. Vous voyez ce qu'on peut faire, artiste, des fois pour filer un petit coup de main. À l'époque d'Obama, il y avait quand même des lois comme nos lois renseignement hein, qui permettaient effectivement d'espionner les communications de tout le monde aux États-Unis. Et plus ou moins. Et donc on avait quelque chose, un petit détournement comme ça, et c'est Yes we scan. Et sur on scanne, parce qu'on scanne les internets, on scanne ce qui passe par les tuyaux.
Voilà, là je reviens un peu à nos moutons, je dirais. On est un peu moins dans le monde du libre et on revient un peu à nos préoccupations d'artistes. Et ceci est un bouquin qui est absolument fabuleux et qui s'appelle donc Gödel et Scherbach. Et là, c'est quelqu'un qui a essayé de réfléchir sur, qui a essayé d'expliquer aux gens, au commun des mortels, le théorème d'incomplétude de Gödel. Enfin, les théorèmes d'incomplétude de Gödel, et c'est ce qui est probablement d'ailleurs une des plus grosses percées logiques depuis l'Antiquité grecque, où on a un logicien comme ça qui a réussi à faire la démonstration, une démonstration très étonnante, mais qui n'est pas toujours facile à saisir, sur la complétude des systèmes formels. Pour vous le faire vite et pour caricaturer, donc j'en perds un gros bout, je vous conseille après d'aller voir plus loin, mais il a fait grosso modo la démonstration. Alors, en plus je suis artiste, donc j'ai la possibilité de ne pas le faire bien dans les clous, ça c'est une liberté qui est énorme. Il a fait la démonstration, Gödel, effectivement, que quel que soit le système formel, alors le système formel c'est par exemple... pour faire un système formel, c'est tous les systèmes de pensée logique que l'on a, quasiment, ils peuvent rentrer dans un système formel. Peut-être même que tous les systèmes langagiers, peut-être même que notre langue courante, elle pourrait y rentrer si on poussait un peu. C'est-à-dire, on fait des formules, on a des possibilités, on a des mots, par exemple, des éléments, et avec ces mots, on a droit à un certain nombre de combinaisons. Et puis, voilà. Par exemple, les nombres de 0 à 9, par exemple, on pourrait prendre, et puis on pourrait dire, avec ces nombres, vous avez le droit de les additionner, de les mettre à côté, etc. etc. Et on a des règles qui disent, quand on met 1 et 0 à côté, ça ne fait pas 1, ça fait 10, etc. etc. Donc voilà, ça c'est des systèmes formels. Et donc il fait la démonstration que ces systèmes formels, ils seront nécessairement toujours incomplets. Ils ne pourront jamais couvrir, il y aura toujours au moins une proposition, une combinaison qu'on pourra faire dont le résultat est indécidable. Voilà. Et ça m'intéresse beaucoup, ça m'arrange beaucoup. Et nous, ça nous intéresse parce que pour faire la démonstration de ça, lui, il s'est retrouvé, pour essayer de faire comprendre ça aux gens, représenter ça, l'auteur du livre s'est retrouvé à prendre comme exemple les gravures des chairs. Vous savez, où on voit les gens qui montent l'escalier indéfiniment, par exemple, voilà, et les canons éternellement remontant de Bach. Voilà. Et donc, je vous conseille la lecture de ce livre, qui est assez abyssal, mais qui nous intéresse au premier chef, puisque ça nous ouvre des questions sur, justement, en termes de langage, ce qu'on ouvre quand on fait des bouts de langage qui ne sont pas fermés, comme on disait, quand on fait des bouts de langage où il y a une possibilité pour l'interprète. Mais aussi, ça me pose des questions sur la perspective et sur les représentations en général. Là, c'est l'école des Boacs et c'est le nouveau logo. Je dirais, vous avez vu le premier tout à l'heure. Alors, l'école des Boacs, on n'est pas très nombreux. Il y a attends, je vais sauter. On n'est pas très nombreux pour l'instant. Et ça, c'est un nouveau petit logo qui a été développé pour la Pirate Box qu'on verra à la fin. Ça, c'est un petit... Ça, c'est une petite blague, un petit détournement, parce que moi, je suis originaire du Béarn et j'ai toujours trouvé ça très étrange. Je me demande si on n'est pas en partie issu des extraterrestres. Donc, je propose de modifier un petit peu le blason. Ça, c'est l'IRC dont je parlais tout à l'heure. Alors, les gens qui sont contre Facebook, vous vous dites, mais comment ils se parlent ? Comment ils communiquent entre les gens qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas Google, qui n'ont pas Snapchat, qui n'ont pas tout ça? Il y a des vieux trucs comme ça qui fonctionnent et qui fonctionnent super bien. Et en plus, à la différence de Facebook, quand vous commencez à regarder un IRC, vous n'allez pas y passer 25 heures pendant lesquelles vous allez juste savoir que Jean-Louis a mangé une tartine de Nutella, etc. etc. Ah, ça c'est drôle. Ça c'est un truc qu'on adore détourner à l'école des Boacs. C'est une petite BD qui a été faite par la NSA. Oui, la National Security Agency, et donc la grande agence sur les grandes oreilles du renseignement américain. Ils ont fait ça parce qu'ils ont compris que pour que les gamins ils cravachent un peu pour faire de la crypto, parce que la crypto ça pique un peu au départ,
Donc, pour qu'ils cravachent un peu pour faire de la crypto, il fallait qu'ils soutiennent l'imaginaire, ils l'ont compris. Et donc, ils ont fait des BD comme ça, où on a des gentils petits patriotes qui viennent faire de la crypto pour encadrer par le gentil aigle, voilà. Et donc, par exemple, après, il développe, et donc c'est le sergent Sam, hein, a natural born leader with an eye for excellence. He guides the kids through cryptologic fun. Voilà, je ne vous fais pas la traduction, vous avez compris. Donc voilà, c'est suffisamment. Et bien, lui, par exemple, il devient le sergent Snowden. Hein. Et donc on a la possibilité, on aime beaucoup détourner ce genre de choses. Et ça permet de faire ça. Mais on ne s'arrête pas là, on fait aussi avec des petits ateliers pour les enfants, effectivement, pour leur faire de la crypto. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi. Bon, déjà parce que c'est passionnant hein, de savoir faire un peu, de savoir cacher des choses. Ça touche à l'écriture, ça touche un peu aux maths. Des fois, c'est juste de l'astuce et c'est assez rigolo. Et ça, c'est bien. Mais aussi pour une autre raison. Quand on fait de la crypto, la plupart du temps, les gens, on leur dit « Ouais, c'est pour protéger votre vie privée. » Et eux nous disent « Moi, je me fous, j'allais me la cacher. » Et c'est là qu'effectivement, on a des difficultés hein, à répondre quelque chose à ça. Si les gens ne veulent pas de vie privée, effectivement, et puis qu'en plus ils sont persuadés de n'avoir absolument rien à cacher, c'est très difficile à aller démonter comme argumentaire. Mais moi, il y a un point qui me dérange beaucoup. Et ce point qui me dérange, c'est que aujourd'hui, d'accord, notre gouvernement, avec les lois renseignement, s'est donné des possibilités largement supérieures à ce que se faisait la Stasi, etc., etc. Mais ils sont gentils. Ils l'utilisent que contre les méchants terroristes. Et les écologistes aussi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, pas sur moi, quoi, parce que moi, je m'en fous. Hein, voilà, moi, je suis gentil, je n'ai rien fait de mal, etc. Mais si on part dans une optique comme ça, on va avoir un problème. On va avoir un problème, c'est que si un jour on a un gouvernement qui est un peu moins bienveillant, les outils d'une résistance, c'est pas le jour où on a le mauvais gouvernement qu'il faut commencer à les développer. Il faut qu'ils soient prêts. Hein. S'il existe un devoir de désobéissance, si on est tous d'accord là-dessus, il me semble qu'on doit, dans ce cas-là, entretenir effectivement les outils de cette désobéissance et garder cette possibilité. Voilà. C'est un argument comme un autre, vous le prenez ou pas. Ça, c'est aussi de l'imaginaire qui s'est produit. Hein. Les Anonymous, c'est très vaporeux. Hein. C'est tout et c'est rien. Et au départ, c'est né dans 4chan. C'est-à-dire, c'est né quand même dans un endroit où c'était surtout pour faire des blagues, pour troller, voilà. Et ça n'a pas démarré sur des choses. Mais ils ont su se saisir du masque de Guy Fawkes, par exemple, comme image, pour faire de l'imaginaire. Et ça s'est mis à résonner d'un coup, au-delà de toutes leurs espérances. Il s'est monté des groupes partout qui se sont mis d'ailleurs des fois opposés, hein, parce qu'ils étaient opposés dans le même conflit, voilà, on a eu des choses comme ça. Mais on voit que là, il y a de l'imaginaire, et il y a la possibilité aussi d'un imaginaire et d'un imaginaire de résistant, comme celui qu'on essaye de développer. En parlant de ça, il y a un autre bouquin qui me semble super important, si vous voulez vous lancer un peu dans cette partie de l'art qui s'aventure sur ces questions des réseaux numériques. Oui, parce que un des premiers arguments quand même pour se lancer là-dessus aujourd'hui en tant qu'artiste, vous allez me dire, moi je m'en fous, je peux tout faire au crayon. Bien sûr, tout à fait, on peut tout à fait tout faire au crayon, etc. Mais imaginez que vous ayez vécu à l'heure où se développe l'imprimerie, par exemple, quand vous voyez le changement que ça a produit sur l'humanité. Donc là, on est face, avec le développement des internets et des outils numériques, on est face à un développement qui est allé peut-être 1 million de fois plus rapide et qui coûte encore beaucoup, beaucoup moins cher et qui est bidirectionnel. Avant, il y avait quelqu'un qui imprimait, il était sur la presse, il imprimait, il envoyait. Donc ça permettait de diffuser, ça a permis de diffuser toute la philosophie qui a permis les révolutions en Europe, etc. etc. Mais c'était quand même dans une seule direction. Là, maintenant, c'est bidirectionnel. En plus, tout le monde peut participer, tout le monde peut remonter, etc. C'est quelque chose d'assez énorme qui est en train de nous arriver. Donc, bon, c'est une des petites raisons pour lesquelles, pas forcément d'un point de vue technique, mais au moins d'un point de vue langagier, c'est intéressant de s'intéresser à ça pour des artistes aujourd'hui. Et là, L'éthique des hackers, c'est un bouquin qui date de 1984, il me semble, l'original en anglais, dans lequel on voit qu'il développe une éthique, il prête une éthique à tout un groupe de gens qui étaient au MIT à partir de la fin des années 50
Et ils étaient membres du club des petits trains. Il y avait un club, ils faisaient des petits trains, ils roulaient les petits trains, ils utilisaient des bouts de réseau téléphonique pour faire des changements de voix, vous voyez, des trucs comme ça, pour piloter ça, etc. Et juste à côté, il y avait un gros ordinateur qui venait d'arriver. Ça valait une fortune, ça valait, je pense, plus d'1 million de dollars pour l'époque, ce qui est absolument énorme, etc. Et bien sûr, ils n'avaient pas le droit de s'en servir, quoi. Voilà. Eux, ils étaient soit étudiants dans les premières années, soit ils n'allaient pas trop en cours, donc voilà. Et très rapidement, ils ont commencé à attendre que des gens ne viennent pas prendre leur tour pour faire tourner l'ordinateur. C'était à carte, hein. C'était des cartes perforées à l'époque, on mettait des cartes dans des trucs comme ça. Et eux, ils se mettaient à utiliser des cartes perforées aussi. Mais au lieu de s'en servir pour faire des statistiques, comme il faudrait le faire, puisqu'IBM avait prévu que c'était vraiment de continuer à faire des statistiques avec. Comme dans les camps de concentration, ce qu'ils ont fourni, hein, c'était ça, le matos qu'ils ont fourni, c'était pour ça. Donc pour eux, ça en serait resté là, hein, ça aurait juste développé les statistiques et le contrôle des masses. Et puis là, les hackers, la nuit, enfin, ceux qui l'appellent a posteriori les hackers, la nuit, ils venaient, ils faisaient des cartes perforées et ils faisaient faire de la musique aux machines, ils faisaient des jeux vidéo. Mais ils ont aussi développé, alors ils cramaient des outils, bon, donc ils les détestaient hein, là-bas au début. Hein. Aussi, ils forçaient toutes les serrures. Ils faisaient même des clés mères, ce qu'on appelle. C'est-à-dire ils démontaient toutes les serrures pendant la nuit et ils arrivaient à en deviner le profil de la clé du gardien qui arrive à tout ouvrir. Oui, ce genre de truc. Donc ils leur faisaient faire des cauchemars à l'administration là-bas et de l'école. Mais c'est eux qui ont développé tous les concepts importants de la programmation d'aujourd'hui. Hein. Sans ça, comme je vous dis, on en serait encore probablement à faire des statistiques hein, avec les ordinateurs ou pas grand-chose de plus. Ça ne serait pas beaucoup plus intéressant que ça. Donc on a toujours, pratiquement toujours, au moins depuis le début des internets, on a soit des militaires qui payent des hippies pour développer un réseau, soit des cas comme ça, des hackers crasseux qui au début effectivement sont maudits et puis qui au bout d'un moment, malgré qu'ils fassent beaucoup de bêtises, on leur file même des bureaux et des trucs parce qu'ils ont une partie de la solution sans laquelle on n'avance pas. Ces gens qui ne fonctionnent pas très bien dans le système pourtant apparemment. Voilà. Ah ça c'est ce qui aurait dû venir juste après donc ça non pas du tout. Ça, c'était une image que j'ai juste utilisée pour représenter ce qui aurait dû se passer autour de l'extracteur amiel qui tourne tout à l'heure, mais c'est pas... Voilà. Donc on va le sauter... Ah oui, non, ah oui, c'est ça. Ah, ça, mince, ça se retrouve sur fond quadrillé. Bon, ça c'est un bout d'un fanzine qui a été fait lors d'une soirée hein, qu'on a pu faire pour la nuit des musées, qui s'appelait Make Install Politics. Et Make Install Politics, on n'avait fait que des œuvres autour de ces questions du hack et de la neutralité du net. On avait fait un petit hommage à Aaron Swartz, qui maintenant ça fait 5 ans qu'il est mort. C'était un des défenseurs des libertés, mais je vais y venir. Et ça, c'est la couve du tout premier fanzine qu'on a fait avec l'école des Boac. Hein, à Cavaillon, rien d'impossible. Voilà. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire, les étudiants qui seront avec moi pendant 3 jours. On va, dans la nécessité, dans l'urgence, autant que faire se peut, même si on finit avec des fautes, on va essayer pendant ces 3 jours, on va essayer de produire ça, voilà, avec des bouts de vous dedans, et à la fin, de l'imprimer et de le distribuer. Voilà quelques héros, quelques figures mythologiques du mouvement des hackers, hein, où on a Edward Snowden, qu'on reconnaît tous. Ah non, ça c'est Gosper, ça, pourquoi c'est là ça? Ça c'est le jeu de la vie, ça. Ça c'est un truc absolument fabuleux, qui finit par donner, vous voyez, avec des itérations. Ça c'est les hackers du MIT, ça, dont on parlait tout à l'heure, qui ont inventé ça. Avec juste 2 règles. On arrive à faire de l'évolution comme ça, et même les biologistes, après, du coup, s'y sont mis, c'est absolument passionnant. Hein. On met des points, on donne que de règles, et des fois, on a des choses absolument incroyables qui se passent de l'auto-organisation. C'est assez passionnant. Je vous conseille, si vous avez sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger des petits programmes qui font ça, et qui vous permettent de faire ça, vous posez les points au départ, et puis vous lancez. Et puis vous voyez, avec les règles, avec les 2 seules règles, là, vous allez voir ce que ça finit par donner. Ça finit par donner des choses très étonnantes. Donc on a Aaron Swartz, dont je parlais, qui était un jeune états-unien qui était très très brillant. Je crois qu'il a participé au montage de Reddit à 14 ans, du service Reddit. Il me semble qu'il a travaillé aussi au développement du système RSS, des flux RSS, pour suivre les actualités.
Il a participé à beaucoup de choses, il a enseigné dans de très grandes universités très jeune, et il a eu le malheur un jour de dire, enfin il était très engagé pour l'accès libre aux données, hein, comme pouvait l'être The Pirate Bay ou des choses comme ça, et lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a profité de ses accès dans des universités pour télécharger tous les articles scientifiques auxquels étaient abonnés les universités. Ça coûte des fortunes, hein. Les revues scientifiques, c'est un vrai business, énorme. Donc il a profité de ça pour télécharger tout ça, et de ses accès pour télécharger tout ça, et il les a partagés à tout le monde, il les a libérés. Et là, ça n'a pas plu du tout. Quand on touche au Grisby, là on atteint la limite, et donc le FBI lui avait promis au moins 3 ans de prison, et donc il s'est suicidé. Voilà, plutôt que d'aller en prison. C'est pas le premier, hein, qui se suicide comme ça. Celui qui nous a permis de gagner la Deuxième Guerre mondiale, celui qui a déchiffré, celui qui a déchiffré le code d'Enigma, hein, c'est pareil, hein, Alan Turing. Sous pression parce qu'il était homosexuel, on l'a obligé soit à la prison, il était condamné soit à la prison à vie, soit à la castration chimique. Il a fait la castration chimique et ça l'a tellement détruit qu'il a fini par se suicider. Voilà comment voilà. Donc on en a quelques-uns d'autres. Celui-ci qui est encore, je dirais, emprisonné, hein, puisqu'il est obligé de rester dans une ambassade étrangère à Londres pour se protéger, Julian Assange. Depuis, ça fait combien de temps maintenant? Je ne sais pas si quelqu'un... Ça fait plusieurs années, hein, qu'il est bloqué, toujours. Une autre grande figure, Ada Lovelace. Je ne sais pas si vous connaissez. On considère que c'est elle qui a créé le premier code informatique. C'était il y a longtemps. J'aime beaucoup cette figure parce qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté à un truc terrible. Quand on se retrouve à une centaine de libristes ou de gens avec cette sensibilité, même des artistes avec cette sensibilité, etc., on se retrouve à 99,9% de garçons. Voilà. Le reste, c'est des trans. Et donc on est... ouais. Oui, parce que c'est un milieu très ouvert et donc personne ne se pose la question. Je veux dire, vous pouvez venir habiller n'importe comment, même déguisé en Goldorak si vous voulez, c'est pas de ça qu'on va parler. C'est ouvert aux filles. Et donc c'est très ouvert aux filles et pourtant il n'y en a pas. Mais dans l'informatique en général, il me semble que la bascule s'est faite à partir du moment où on a inventé le web. Parce que les internets, c'est pas que le web. Hein. Le web, c'est une toute petite partie des internets. C'est la partie magasin, quoi, je dirais. Donc, et à partir du moment où on a créé le web, on est passé de, je crois, plus de 60% de filles dans l'informatique à 5%, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est complètement inversé. Donc c'est un domaine dans lequel j'aime bien encourager quand même les filles à revenir et à ne pas laisser le terrain à la testostérone, parce que sinon ça finit toujours en commerce, quoi, avec des mecs qui calculent comment attacher toujours plus de chiens avec toujours moins de saucisses. Ah. Bon, je l'ai mis comme ça parce que je l'ai trouvé très drôle. Il s'agit de Richard Stallman, qui est considéré d'ailleurs dans l'Ethic Hacker comme le dernier hacker, etc., qui a fondé GNU, le programme GNU, qui a fondé GNU, GNU, excusez-moi. Voilà. C'est-à-dire c'est tout un système de licences libres. Quand on voit les GPL, les licences GPL, GPL-V2, GPL-V3, etc., c'est lui qui a fondé ça et il se bat depuis très longtemps justement pour libérer le code et donc, voilà. Et donc il est un peu glorifié comme ça, des fois c'est assez drôle. C'est un personnage. Voilà. Ah, ça aurait pas dû se retrouver là. Ça, c'est une petite install avec des abeilles que j'avais fait, où on leur avait essayé de leur donner la voix. Et puis c'était dans une salle d'expo, d'ailleurs ici Masters Voices. Et hop, mais tout s'est mélangé, c'est merveilleux. Voyons. Alors là, c'était pour vous situer, c'était face à des fenêtres. C'est resté dans une salle d'expo pendant plus d'1 mois. Et les gens venaient et puis ils pouvaient cohabiter un peu avec les abeilles. Comme ça, elles rentraient et sortaient par le pavillon jusqu'à la fenêtre. Comme ça, elles allaient faire leur boulot et puis elles revenaient. Donc là, on s'est un peu marré. Voilà. Oui, le galeriste était entre vert et bleu, hein, à ce moment-là. Donc il s'est demandé s'il allait y avoir des gens piqués, si on allait... voilà. C'est toujours un peu délicat. Ça, c'est une échelle de Möbius que j'ai dessinée. C'est le ruban de Möbius dont je vous parlais. Hein. C'est une forme qui n'a... C'est une surface, c'est-à-dire qu'elle a une seule face et un seul côté. Si vous suivez là les barreaux, si vous allez passer par l'extérieur, puis par l'intérieur, et enfin voilà, vous allez infiniment, voilà, indéfiniment.
Et c'est devenu une échelle, pourquoi? Parce que pour moi c'était une question d'échelle. C'est-à-dire que si vous en regardez juste vous, on a deux côtés de face. Si vous vous reculez, on n'a plus qu'un seul côté, une seule face. Et souvent, la compréhension des systèmes, c'est ça, c'est plusieurs échelles a priori incompatibles qui cohabitent. Assez drôle, une réaction en ce moment qui a lieu, ça c'est un bouquin qui a été publié par un collectif qui est très opposé au transhumanisme, voilà, tel qu'il est vu par, je dirais, l'église transhumaniste, parce que c'est une religion, hein, clairement pour moi, ce qui se passe aujourd'hui en Californie chez Google. On a des gens qui sont dans la croyance qu'ils vont vivre éternellement, qui sont, etc., etc. Et en France, on a un éminent représentant de ça, hein, qui a monté un site très célèbre que je ne citerai pas, où on va consulter pour savoir ses problèmes médicaux. Voilà, quand on a un problème médical, on va là plutôt que chez le docteur. Et on va voir si les autres savent ce qu'on a. Et donc il a monté ce site et il explique le transhumanisme souvent en expliquant que dans un futur assez proche, ceux qui n'auront pas une puce dans le cerveau pour augmenter leur QI seront les chimpanzés du futur. Et il dit, comment est-ce qu'on vit avec les chimpanzés? On ne vit pas en harmonie, hein, on les met dans des zoos. Voilà. Donc c'est le genre de raisonnement qu'il a, ou alors avec les camionneurs américains. Il regardait un camionneur américain, ça pèse 130 kg, ça a 90 de QI. Bientôt les camions ils sauront conduire tout seuls. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on leur donne un revenu de base un revenu universel pour qu'ils mangent du beurre de cacahuète allongé dans le canapé en regardant des vidéos Snapchat? Ou est-ce qu'on leur met une puce dans le cerveau pour essayer de les rendre un peu utiles pour la société? Et donc, face à ce type de croyances, qui ne dit pas son nom, qui sont des croyances non réflexives, typiquement pour moi, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui croient à des choses, mais ils sont persuadés que c'est la vérité. C'est pas leur croyance, c'est la vérité. Et donc, eux, ils ont réagi, alors peut-être pas de la meilleure manière à mon goût, mais ils ont fait un manifeste des chimpanzés du futur, où ils font le lien pour eux direct entre l'eugénisme tel que le pensaient les nazis et le transhumanisme de la Californie d'aujourd'hui. Voilà. Ça fait partie des choses à regarder, ça peut être intéressant. Une petite chose sur OpenStreetMap, ça vous voyez OpenStreetMap? Ça, c'est ça aussi pour expliquer un peu ce qu'est le libre dans tous les domaines, c'est assez rigolo. C'est la même chose que Google Maps. Vous pointez sur Google Maps, vous voyez les zones, etc. Vous pouvez voir les routes, votre itinéraire, etc. Il existe un équivalent libre qui s'appelle OpenStreetMap, ça marche à peu près pareil, c'est la même chose. Même technologie, même manière de faire, même système de représentation. Pour nous, c'est très important. On parle beaucoup de spatialisation des données. Il y a énormément d'artistes, au fond, de gens qui ont fait l'école des beaux-arts, qui vont se retrouver à faire de la data visualisation, de la cartographie, des choses comme ça. Et là, ça oblige à penser effectivement les systèmes de représentation, comment on représente les choses. Et bien là, effectivement, c'est la même chose dans le libre et dans le privé. Alors vous allez me dire, dans le propriétaire, donc vous allez me dire, mais quelle est vraiment la différence? Et il y a un auteur, un universitaire américain qui, à mon avis, a fait une remarque très très juste dans un article qu'il a publié, c'est que la seule vraie différence, c'est juste un rapport éthique au langage. Voilà. Encore une fois, on en revient là. Quel est notre rapport éthique au langage quand on fait des choses? Est-ce qu'on utilise notre savoir, la production de savoir, notre force à produire du langage pour contrôler les autres ou pour produire du commun? Ça, c'est aussi quelque chose d'assez rigolo dans le même cadre. Vous voyez ce que c'est? Non? Ça, c'est le dessin que les platistes utilisent pour expliquer... parce que, vous voyez ce que c'est les platistes? C'est les gens qui disent, qui soutiennent que la Terre est plate. C'est très drôle, c'est très répandu. Alors, au début, c'est très rigolo. Après, au bout d'un moment, on commence à s'inquiéter parce qu'on comprend qu'ils rigolent pas. Mais... et donc, forcément, une des premières oppositions qu'on leur fait, on leur dit, mais enfin, si la Terre est plate, où est-ce que je tombe? Où est le bord de la Terre? Voilà. Et alors, eux, ils ont fait cette représentation de la Terre et ils ont dit, regardez, en fait, tout autour, voilà, tout autour, c'est le pôle Sud. Et le pôle Sud, on vous dit que, voilà, mais en fait, on vous dit que c'est traversant, mais en fait, non, pas du tout, quoi. Si vous allez là, après, vous tombez. Voilà. Donc c'est assez, voilà, c'est une des astuces qui sortent. Mais il y en a plein, hein, des super complots comme ça. On a les chemtrails, parce qu'on se retrouve avec l'arrivée des internets, on se retrouve déjà avec un changement de rapport au savoir. On a
Jusqu'ici, allez, avant les internets, vous alliez à l'école, vous aviez un prof, il vous apprenait quoi? Il vous apprenait des infos qu'ils avaient déjà traitées, qu'ils avaient déjà filtrées. Les chercheurs les avaient filtrées, etc., les avaient traitées, etc. Aujourd'hui, tout le monde, le téléphone, le truc, se retrouve face à de la donnée brute. Donc on ne peut plus apprendre aux gens simplement « oui, ça c'est la vérité, ça n'est pas », parce que ça, les complotistes, ils font pareil, et voilà. Alors comment dénouer le complotiste maintenant du professeur? Bon, ben, maintenant, on est obligé d'apprendre aux gens non plus le contenu, mais à traiter l'information. On se retrouve là, hein, on fait du méta-enseignement. Et c'est drôlement compliqué parfois. Si un jour vous tapez ça dans un terminal, c'est assez rigolo. Alors le terminal, c'est un truc que les gens qui ont Windows n'ont pas. Hein. Je rappelle, si un jour vous avez la chance de changer de système, pour vous charrier un peu, voilà. Donc, vous pourrez voir ça. Et ça, c'est quelqu'un qui a refait OpenStreetMap, du coup, puisque les sources d'OpenStreetMap, on peut en faire ce qu'on veut. Il l'a refait en ASCII art. Vous voyez ce que c'est l'ASCII art? C'est la représentation comme ça, qu'avec des caractères écrits. Et alors là, du coup, on se retrouve avec une carte dans laquelle on peut zoomer. Allez. Et puis on a le détail jusqu'aux routes, jusqu'au canal, jusqu'au... Vous voyez le boulot un peu, hein? Mais ce qui est génial, c'est qu'il n'a pas refait vue par vue tout le truc. L'ordinateur, il n'est pas intelligent, il ne le sera probablement jamais, contrairement à ce que l'on aimerait. Par contre, ce que souvent dans l'intelligence artificielle on appelle l'intelligence, c'est plutôt la capacité des ordinateurs à produire eux-mêmes des automatismes pour faire des tâches répétitives, pour nous libérer des tâches répétitives. Ça peut être fabuleux. La technologie, elle peut nous annihiler. D'un côté, elle peut nous mettre en esclavage complet, mais d'un autre côté, elle peut nous libérer de la plupart des tâches répétitives, si on s'y prend bien. Ça serait chouette. Par contre, ça veut dire que progressivement, il va falloir arrêter d'être client chez Google, quoi. C'est terrible à dire, mais c'est pas tous, quoi. Voilà. Donc, ensuite, quelques images encore. Allez, un autre bouquin de référence. Temporary Autonomous Zone. Lisez ça si vous le pouvez. Moi, je vais le partager dans une pirate box ici que je vais mettre. Hein. Je vais vous laisser une pirate box ici, pendant qu'on va faire le workshop dans les jours qui arrivent. Et là, ça veut dire que vous pourrez venir avec votre ordinateur, votre téléphone portable, et si vous êtes suffisamment prêt, vous allez voir un réseau Wi-Fi qui va s'appeler Pirate Box. Et là, vous allez cliquer dessus, et vous allez vous y connecter. Puis après, avec votre navigateur, vous allez sur n'importe quelle page, et d'un coup, il n'y a qu'une seule chose à voir, c'est un petit chat sur lequel vous pouvez échanger anonymement. Enfin, vous pouvez mettre votre nom, mais personne ne garantit que c'est vous. Et il y a des fichiers échangés. Vous pouvez poser des fichiers et vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Voilà. Et ça, vu que c'est en partage, ça a été écrit dans un esprit de partage et c'est en partage. Et je le mets ça sera dans la Pirate Box, entre autres. Vous pourrez venir vous en saisir. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres choses dans le même esprit. Non, ça n'a rien à faire là. Allez, une petite blague. Voilà un artiste qui travaille avec les questions justement de l'intelligence artificielle et de... Voilà. Vous voyez cette voiture au milieu? C'est un taxi autonome de chez Uber. Alors Uber a des taxis autonomes qui roulent tout seuls, qui se conduisent tout seuls, etc. Aux États-Unis, à certains endroits. Et donc il y a un artiste, il a acheté un sac de sel. Et avec ce sac de sel, il a fait 2 ronds. Vous voyez, un continu au centre et puis un en pointillé autour. Et la voiture autonome qui conduit toute seule, elle, quand elle voit pointillé très plein, elle sait qu'elle a le droit de passer. Mais dans l'autre sens, elle sait qu'elle n'a pas le droit de passer. Donc lui, il a pris son téléphone, il s'est mis au milieu du cercle, il a appelé le taxi Uber qui vient vous chercher au mètre près avec le GPS. Et la voiture est venue jusque dans le cercle, et bien après, il a fallu que ce soit des gens de chez Uber qui viennent la décoincer. Ne bouge plus, son nom m'échappe à chaque fois. Je le ferai mettre sur le compte rendu de la conf parce que je ne me rappelle plus et j'ai honte. Allez, et ça c'est la Pirate Box que j'ai dessinée, qu'on a réussi à faire, que je vais installer ici, c'est le premier modèle. Ça, vous allez dans les plans pour faire la Pirate Box seront dans la Pirate Box. Donc si vous venez ici, vous pouvez prendre les plans, toutes les sources nécessaires. Vous allez dans un Fab Lab, si vous voulez vous fabriquer le joli boîtier, il y a les plans pour fabriquer le même. Vous mettez ça, la clé dans une découpeuse laser.
Vous aurez un petit boîtier, ça n'a rien d'exceptionnel. Vous pouvez changer le logo hein, et tout ce que vous voulez, c'est du SVG Inkscape. Vous pouvez modifier le fichier et vous allez vous faire votre propre Pirate Box. Ça marche bien en autonomie aussi. Vous savez, c'est-à-dire, soit vous mettez une batterie, soit dans le TGV, maintenant, il y a vous avez vu, il y a de l'électricité. Mais pendant tout le trajet, là, voilà, on a échangé 2-3 fichiers avec des gens dans le train. Voilà, vous pouvez en mettre à disposition. C'est assez nomade, c'est assez rigolo. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Oui, on est arrivé au bout puisqu'on revient là, ça fait partie des actions qu'on fait. Et donc du coup, s'il nous reste un peu de temps, eh bien, voilà, je suis prêt pour les questions. S'il y en a. Tac, tac, tac. Mais elle est où? Il manque une partie des images quand même. Tac, 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 tac. Allez, peut-être une petite dernière. Si je vais terminer sur une dernière image, je dirai rien dessus. On va la trouver et ça s'appelle... Voilà, vous allez être les premiers à la voir, s'il veut bien me l'afficher. Allez, voyons si ça passe. Voilà, c'est zoomable. C'est un ASCII, qui est assez grand. Ah, ouais, non mais là, le vidéoprojecteur finit de nous... Voyons. Si on zoome assez, on les voit. Voilà. Oui, il ne faut pas être épileptique, effectivement. Ça et les Pikachu, il faut éviter. Voilà. Et puis il y a peut-être un message. Ah. Ceux qui aiment la crypto, bonne journée. Je te le rends, on va me faire du bon. Bonjour. J'avais 2 questions à vous poser. La première est un peu provocante. Ça vous dérange pas que cette conférence soit sur YouTube? Ah, excellente question. Et pose la deuxième et je réponds aux deux d'un coup. Très bien. Alors la deuxième, moins provocante peut-être. Pourquoi est-ce que vous tenez à demeurer dans le champ de l'art? Pourquoi ne pas rester dans le champ d'être un hacker et de perturber, Enfin, je veux dire, pourquoi s'intéresser à un micro-milieu où il y a très peu de gens et où les gens sont globalement, je pense, assez convaincus et voilà, c'est ça ma deuxième question. Allez, un deuxième. Alors la première question, c'est une excellente question. Est-ce que ça ne me dérange pas que cette vidéo passe effectivement sur Facebook, sur YouTube, etc. etc. J'ai envie de vous répondre comme ça, spontanément. Je dirais, ah oui, c'est vrai, j'ai pas... Mais en fait, non. En fait, non, parce qu'il faut être vraiment tolérant. Moi, personnellement, je ne suis pas dans le pire des cas. Enfin, j'étais pas dans le pire des cas, techniquement, quand j'ai commencé à essayer de me dégafamiser. C'est-à-dire de quitter tous les services Google, Facebook, etc. Petit à petit pour les récupérer, hein, pour avoir mes propres mails, mes propres agendas, mes propres trucs. Vous voyez, le téléphone, là, il tourne sous Linux, il ne tourne pas ni sous Android, ni sous Apple, voilà. Mais tout ça, ça met du temps. Moi, j'ai mis plus de 2 ans pour faire tout ça. Donc je me dis, il faut être tolérant. Et aussi, les gens, il faut aller les sensibiliser. Il faut aller les sensibiliser là où ils sont. Quand on fait des actions avec l'école des lois, quand on fait des actions avec les associations de libristes, avec tout ça, etc., les gens si on ne communique que sur des canaux à nous, on touche que des gens qui sont déjà sensibilisés. Voilà. Donc on peut partager sur Facebook, ça c'est pas un problème. Moi ce que j'aime pas faire sur Facebook, c'est y perdre 1 heure par jour, si vous voulez, à lire des articles que Facebook aura sélectionnés pour moi, parce que c'est Facebook qui sélectionne les articles que vous voyez. Parmi ceux que publient vos amis, Facebook trie, et il vous montre que ce qu'il a envie de vous montrer. Donc on se retrouve avec une situation où sur le web, plus de 80% des pages consultées
sont les mêmes pour tout le monde et on y est dirigé par Facebook et par Google. Voilà. Il y a d'autres moteurs de recherche que Google. Nous, on a installé un moteur de recherche à notre asso, un métamoteur, en attendant d'avoir un vrai moteur libre, et on peut aller chercher des résultats autrement qu'en passant par Google. Il est vrai que les résultats peuvent être différents, les résultats peuvent être surprenants. Voilà. C'est ça qui est dangereux. C'est pas d'utiliser Facebook comme moyen de communiquer qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est d'aller consommer ce qui y passe, voilà, pour moi, et d'y perdre énormément de temps. Voilà, surtout parce que il y a des gens qui perdent quand même plus de 4 heures par jour à faire du Facebook. Et c'est terrible, c'est de l'ordre de la névrose. On est quand même avec des gens qui en plus, ça les rend pas heureux. Voilà. Alors, pour la deuxième question, elle est aussi extrêmement intéressante et je pense que je pourrais y répondre d'ici une vingtaine d'années. Non, honnêtement, c'est très compliqué comme question. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis resté dans le champ de l'art parce que c'est l'endroit où j'ai trouvé le plus de liberté pour faire tout ça. Je ne suis pas un codeur. Je ne suis pas... j'y touche, j'en fais un petit peu, mais pour être un vrai codeur, il faut faire ça 24 heures sur 24. Je ne suis pas, effectivement, enfin, voilà, tous les domaines auxquels je touche, je ne suis pas un apiculteur professionnel, et je ne le serai pas parce qu'il faut y passer 24 heures sur 24. En revanche, artiste, c'est ce que je fais, moi, pratiquement à plein temps, et du coup, ça me permet, avec les petites compétences autres, d'essayer de faire le traducteur, et d'essayer de former des traducteurs. Mais jusqu'ici, l'endroit où j'ai trouvé la liberté pour pouvoir faire tout ça, le seul endroit où j'ai pu vraiment mélanger tous les bouts de langage que je voulais, c'était dans le domaine de l'art. Voilà. À partir du moment où quelque chose est noté comme art, cette magnifique notion enfin, l'art tel qu'on l'entend, hein, c'est-à-dire tel qu'on l'a développé depuis effectivement la Renaissance et depuis cette idée que ça serait... voilà. Eh bien, c'est dans cet écosystème que c'est devenu aujourd'hui imaginaire, je parle pas du système économique. On n'a pas grand-chose à voir. Mais c'est dans ce domaine-là, effectivement, que j'ai trouvé le plus de liberté. Et je me dis autre chose aussi. Si des gens qui ont des activités qui paraissent pas tout à fait rentrer dans le champ de l'art aujourd'hui, et qu'elles le quittent en disant non, mais ça rentre pas tout à fait dans le champ de l'art, dans 10 siècles, le champ de l'art n'aura pas évolué. Et déjà, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre un sacré retard. Quand j'ai fini mes études, on nous a envoyé quelqu'un d'une grande galerie parisienne qui venait nous expliquer que le must du must, c'est quand même d'être acheté par un courtier en art, d'un grand collectionneur, quoi. Voilà, c'était ça. Et donc je voyais des camarades, pas tous, mais une partie des camarades rêver avec des dollars plein les yeux, comme ça, et tout ça. Et avec de la spéculation, on les faisait rêver. Alors que d'un autre côté, je connaissais des gens qui étaient traders et qui, eux, étaient en train de me dire nous, ça nous a fait super rêver tout ça, mais là, on sait qu'on est au moment des crises et ça ne va plus fonctionner, etc. Et donc, pour la première fois, j'avais l'impression qu'on n'avait plus des financiers qui couraient derrière les artistes parce que ce que les artistes faisaient était génial, super libre. On avait des artistes qui se mettaient à courir derrière des financiers en disant « Oh, mais c'est génial, ils s'autorisent à faire du pognon avec n'importe quoi !» Voilà. Et donc ça, voilà, ça c'est le genre de travers que peut mener, à mon avis, une politique dans laquelle tous les gens qui font des choses qui ne ressemblent pas tout à fait au champ de l'art, mais qui quand même y ont les pieds, sont écartés, soit par eux-mêmes, auto-écartés, soit par une académie ou quelque chose comme ça. Oui, bonjour. C'est pour savoir, est-ce que vous êtes intéressé par rapport à tout ce qui est Bitcoin, Darknet, tout ça, parce qu'on a beaucoup parlé de la phase émergée de l'iceberg, tout ce qui est l'Internet basique. Et c'est pour savoir si vous êtes allé plus profond que l'Internet basique, que ce que nous Google et tout ça, à voir qui c'est qui nous sélectionne, quoi. Tout à fait. Alors, la plupart du temps, ce qu'on appelle le Darknet, c'est un truc, enfin c'est un terme qui arrange surtout les journalistes, le Darknet, puisqu'ils y rentrent tous qui ne sont pas dans la recherche Google. Non, je me moque un peu. Mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire, comme je disais, c'est pour ça, tu vois, je disais tout à l'heure, le web, c'est qu'une petite partie des internets. Quand vous faites de l'IRC, vous ne faites pas du web. Quand vous faites du FTP, vous ne faites pas du web. Quand vous faites... Bon, c'est qu'une toute petite partie, quelque part, des internets. Alors, elle est énorme en nombre de pages, et en consultation, etc. Mais c'est qu'une petite partie de ce qu'on peut faire. Ce qu'on appelle le Darknet, effectivement,
effectivement, c'est aujourd'hui, plus précisément, c'est souvent ce sont des sites qui ne sont accessibles non pas par le web, mais en passant par un navigateur Tor, qui utilise le système Tor, voilà, le Tor browser, que vous pouvez aussi utiliser pour votre vie privée. Firefox avec Tor dessus, le Tor browser est un excellent outil de protection de la vie privée que vous pouvez utiliser au quotidien pour aller voir des pages web normales, mais aussi des pages qui sont en .oignon et qui sont des sites, qui sont sur des serveurs qui sont très difficiles à retrouver, très difficiles à tracer. Moi j'y vais. Déjà parce qu'il y a quelques revues que j'aime bien des fois, qui apparaissent et qui disparaissent, des trouvailles comme ça, des revues, ça peut être des revues de poésie, ça peut être des revues... Il ne faut pas croire que le Darknet, que les sites en .oignon, c'est 99% de pédonazis et autres vendeurs d'armes et de drogue. Non, la plupart des contenus, en réalité, sont des contenus tout à fait légaux, ce sont juste des gens qui n'ont pas envie de passer par le magasin, quoi, le web, tu vois. Et donc c'est ça, et donc je m'intéresse. Pour le Bitcoin, pour la deuxième partie, je m'intéresse, bien sûr que ça nous a tous intéressé le Bitcoin pour une raison simple, c'est que pour la première, ceux qui ont développé le Bitcoin ont développé une méthode pour décentraliser les systèmes, et ça c'est une grosse obsession des hackers. En plus de la question de l'éthique des hackers, dedans il y a l'accès aux données, etc., mais il y a beaucoup effectivement la question de la décentralisation des pouvoirs. Une monnaie aujourd'hui, elle ne tient que, nos monnaies qu'on utilise, l'euro, etc., que grâce à une banque centrale qui en assure le cours, c'est-à-dire qui assure que les transactions sont valides, que ce bout de papier vaut bien un canard, etc. Et là, pour la première fois, on avait quelqu'un qui avait développé dans un coin, un anonyme qui avait développé dans un coin, en fait c'était plusieurs, ils avaient développé dans un coin une méthode qui permettait de vérifier la validité de toutes les transactions sans avoir de point central. C'était entièrement distribué. On n'est même pas décentralisé. Décentralisé, c'est quand vous avez plusieurs points centraux, il n'y en a plus qu'un seul. Là, c'est distribué, c'est-à-dire que c'est les points finaux qui ont la charge de ça. Après, le Bitcoin, c'était donc très intéressant à ce point de vue-là, mais ça consomme énormément d'énergie. On n'a qu'une planète, ça n'est pas possible de continuer avec des trucs comme ça, et en plus, c'est particulièrement inégalitaire. Donc du coup, il y a des monnaies libres passionnantes, comme le Duniter à Toulouse, si vous regardez, le projet Duniter, qui se sont montées, il y en a d'autres aussi, dans lesquelles on a des monnaies qui sont effectivement... qui n'ont pas cette inégalité criante entre le premier qui arrive et le dernier. Parce que le Bitcoin, vous arrivez, les tout premiers qui ont miné, il vous fallait 10 minutes ou allez 1 heure pour miner un Bitcoin et un tout petit ordinateur. Aujourd'hui, pour miner un Bitcoin, il vous faut une demi-centrale nucléaire. Donc c'est très inégal. Voilà. Et il y a des monnaies libres qui existent et qui sont en train d'être développées et qui effectivement abolissent ce problème-là. Et en plus, elles sont beaucoup moins énergivores. Et enfin, elles ont un truc super, c'est que c'est des informaticiens qui ont fait ça, c'est pas des économistes, et c'est des gens qui généralement politiquement ne sont pas engagés rien du tout, et ils en sont arrivés, rien que par la logique, à la conclusion suivante: pour abolir les inégalités qu'il y avait dans le Bitcoin, dans la monnaie Bitcoin, eh bien le seul moyen, c'est de se retrouver avec une forme, c'est pas un revenu universel, mais une forme de revenu universel. Et économiquement, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est les banques qui frappent monnaie. C'est les États qui les autorisent, mais c'est les banques qui font la création de monnaie. Quand ils vous prêtent de l'argent pour acheter une maison, ils inventent cet argent. Voilà. Et après, ils le redétruisent, mais ils gardent les intérêts. C'est comme ça que se crée la monnaie. Donc c'est eux qui gardent toute la monnaie créée. Voilà. Moi, je voulais juste savoir, vous n'avez pas peur de finir comme Snowden ? Finir comme Snowden, je ne sais pas, c'est-à-dire que, a priori, si tu veux, jusqu'ici, je ne pense pas avoir franchi de ligne qui les intéresse, qui intéresse les gens qui pourraient enfermer les gens, si tu veux. Voilà. Même le fait d'être à contre-courant tout le temps contre le web, enfin, pas ce qui est sous l'iceberg, mais au-dessus. Alors, je suis à contre-courant et je ne le suis pas parfois. Là, je bosse par exemple pour un Fab Lab qui est en partie financé par la Fondation Orange. Mais c'est pas parce que, tu vois, mais c'est pas parce que je suis pas pour un monde univoque. Je pense qu'il faut un monde dans lequel il y a un équilibre, si tu veux. Pour que moi je puisse faire le contrepoint, il faut qu'il y ait quelque chose à contrer.
quelque part. Et eux, c'est pareil, ils ne survivraient pas, ceux qui font, ceux contre qui je fais le contrepoint souvent, ils ne survivraient pas s'il n'y avait pas des gens comme moi pour inventer les solutions qui vont leur permettre de ne pas disparaître, parce qu'eux, ils ne créent rien. Mais Snowden, lui, son contrepoint, c'était la communication et la révélation des communications téléphoniques, comme quoi les États-Unis espionnaient les communications et récupéraient les données. Mais vous n'avez pas peur que ça vous arrive aussi ? Eh bien écoute, c'est toujours très difficile, ça me fait penser un peu, tu sais, à la question qu'est-ce qu'on aurait fait, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si pendant la guerre, est-ce que j'aurais été résistant? Je pense qu'on n'en sait rien. Je pense qu'en réalité, toutes ces notions, elles se réfléchissent après et que sur le moment, la seule chose que je vois, c'est que je ne vois pas quoi faire autrement, si tu veux. Je ne vois pas comment faire autrement. C'est juste, si je fais ces choses-là aujourd'hui, c'est parce que je me dis c'est pas possible de faire autrement. Voilà. Je ne vois pas ce que je pourrais faire autrement tout en y croyant, quoi. Voilà. Quelque chose dans lequel je crois. Mais on verra. J'espère que la situation ne se présentera pas. Mais je ne peux pas te dire à l'avance. Dormez sur vos 2 oreilles alors. Oui, de toute façon, on finira tous au même endroit. Est-ce que rapidement tu peux nous expliquer ce que tu fais à la faculté à Bordeaux et les relations que tu entretiens avec la faculté, ou comment, qu'est-ce qui te regarde faire, ou comment toi tu interviens? Ouais, alors j'ai été, effectivement, je bosse pour un Fab Lab qui s'appelle Cohabit, qui est à l'université de Bordeaux, au milieu des IUT techniques, et dans lequel j'ai pour mission de créer un Fab Lab des décrocheurs scolaires. C'est-à-dire les décrocheurs de l'université avant tout, après peut-être ceux du lycée, mais avant tout ceux de l'université qui ont décroché, qui ont arrêté d'aller en cours. J'ai pour mission d'essayer de leur redonner un peu confiance en venant leur faire des choses avec nous au Fab Lab, et après pour éventuellement soit les réorienter vers des études, soit pas, soit ça au cas par cas. Mais avant tout cette mission-là, d'essayer de retourner, je dirais, la logique habituelle d'une université, en particulier technologique, c'est-à-dire qu'eux, ils apprennent pour produire. Et là, quand on a des gens en crise comme ça, moi, mon objectif, c'est d'essayer de les retourner en leur faisant produire pour apprendre. Voilà, de retourner cette logique-là. Et jusqu'ici, on a eu des résultats qui étaient quand même très chouettes et très surprenants. Et on verra si ça continue. Et en tout cas, ce sont des lieux dans lesquels, pour l'instant, il me semble, ce sont des zones d'autonomie temporaire. Effectivement, comme on parlait à Kimley. On a la possibilité de faire toutes ces expérimentations puisque rien n'existe. Et il y a des choses qui sont peut-être pas bien quantifiables. C'est-à-dire que si je te fais un tableau des gens qui sont repartis à la fac après, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais qui humainement, au vu des expériences qui se sont faites et qui sont en train de se faire, là, vraiment, c'est chouette, quoi. Voilà. Donc voilà, comment est-ce que, et ça nous repose cette question éternelle, comment est-ce qu'on évalue les choses, qu'est-ce qu'on considère comme être un progrès, est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir compter, ou quelque chose qui va nous augmenter de manière comptable, quel que soit le domaine sur lequel ça nous augmente, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous rend plus humains. Et là c'est très agréable de voir que la technologie, dans le partage, est quelque chose qui nous rend plus, voilà, qui nous rend plus humains. Oui. Alors, juste une dernière question, ça va me revenir. Pour un premier retournement de situation, si on voulait faire un beau hack, si tout le monde avait tort, qu'est-ce que ça pourrait être? Si tout le monde avait tort, tu veux dire le système qui permet de s'anonymiser sur Internet? C'est ça. D'accord. Alors, pour faire un beau hack, les beaux hacks, c'est un truc qui se partage. C'est-à-dire là, tu vois, je vais poser une pirate box ici, et quand je serai parti, ça sera ce que vous en ferez aussi. Moi, ce que je vais essayer de vous transmettre, c'est la culture de la documentation, qui, à mon avis, est indispensable. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, eh bien, on le partage, on le documente. Quelque chose est vécu, il doit être documenté, sinon c'est pas une expérience, c'est juste un vécu et c'est pas une expérience. À partir de ce moment-là, je vous donne quelques docs, je vous montre comment faire quelques docs pour les suivants, et vous pouvez faire autant d'écoles des beaux hacks que vous voulez. Ça n'a pas été déposé, pas de copyright,
Et j'espère qu'il y aura des gens qui feront du tort, mais j'espère qu'il y aura aussi des gens qui feront des choses qui ne seront pas technologiques du tout et qui pourtant changeront peut-être la face des choses pendant un moment, la face de l'imaginaire, de notre imaginaire pendant un certain temps. On verra. Ça peut être du jardin pour certains, ça peut être... voilà, il y a des choses, tu sais, pour moi, le partage de graines, par exemple, les gens qui résistent aux lobbies, qui interdisent le partage de variétés endémiques, anciennes, eh bien... voilà, c'est ça. Et bien, pour moi, ça, ce sont des hackers aussi. Quand on fait ce genre de choses, tu sais, le biohacking, quand tu regardes les labos de biohacking, enfin, les Fab Labs et tout ça qui font du biohacking, eh bien, souvent, les premières choses que tu fais, c'est tout simplement t'amuser avec du kéfir, voilà, ce sont des choses comme ça. Le détournement, on peut le voir partout, le hacking, on peut le voir partout. Ce qui est intéressant, c'est pas de dire, tiens, c'est nouveau, ça n'avait jamais existé. Au contraire, c'est d'essayer de relire le passé. Pour moi, quelqu'un comme De Vinci qui sur une page de carnet fait une fresque et qui sur l'autre dessine un hélicoptère, ouais, pour moi, là, je peux le lire comme un hacker. Quand je vois la pissotière de Duchamp, je me dis, ouais, ce mec-là, il a détourné un truc. Il a pris un objet qui était effectivement de l'ordre, qui n'était pas du tout de l'ordre de l'art, et il s'est dit, voyons, si je teste de lui donner juste la place d'une œuvre, est-ce que c'est pas ça, in fine, qui fait que c'est une œuvre tout simplement, et pas il met un caillou dans la machine, et donc du coup, ça ouvre énormément de questions. Après, refaire pareil que lui, non, une fois qu'il a mis le caillou, non, il faut explorer les questions. Voilà, il ne faut pas refaire pareil. Mais on peut relire tout sous cet angle-là. Et ce qui est important, c'est de constamment définir ce que l'on nomme le hacker, voilà, et son éthique, par exemple. Que ce soit ce concept-là ou un autre, de toute façon. Mais un concept langagier dans lequel on croit jusqu'au moment où on trouve qu'effectivement, il est plus adapté et on le modifie. Où on évite la réification du langage, je dirais. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'au démarrage, les gens partent sur quelque chose comme ça, sur des notions qui font évoluer, qui sont très souples, et des croyances réflexives, etc. Et puis, au bout d'un moment, ils se mettent à se crisper. C'est-à-dire que quand le réel leur montre que... le réel, c'est soit... C'est quand on se heurte, ils disent là. Et à un moment... Quand effectivement le réel nous heurte et fait que le système qu'on avait inventé, le système langagier qu'on avait inventé pour appréhender les choses, il ne fonctionne plus, mais il y en a, ils se crispent et ils disent non, c'est l'outil qui est le bon, c'est ce système-là, c'est cette croyance qui est vraie, c'est pas le réel. Et ils se mettent à faire du déni du réel et là c'est la catastrophe. Voilà. C'est bon, sûr, fin de raison. Allez. De rien.